Oh, oh. Here I come. Oh. Here I come. Oh. Only on NBC. Précédemment dans Stéroïdes. Pensé et exécuté comme un véritable manifeste du cinéma d'exploitation, en passant justement d'un genre à l'autre. Tous les éléments du langage cinématographique que Quentin Tarantino se permet absolument tout. Bienvenue dans Stéroïdes, l'émission qui fait l'exégèse des gros bras. Depuis ses débuts, Quentin Tarantino a régulièrement revendiqué l'importance du cinéma au sein même de ses œuvres. Dans True Romance, les amoureux Clarence et Alabama se rencontrent pour la première fois dans un cinéma de quartier. Dans Pulp Fiction, le diner qui sert de rencard à Mia Wallace et Vincent Vega regorge de posters de films d'exploitation et de serveuses au look de Marilyn Monroe et Jane Mansfield. That is Marilyn Monroe. Dans Boulevard de la Mort, le diabolique cascadeur Stuntman Mike utilise son véhicule de tournage customisé pour commettre ses crimes en toute impunité. Enfin, dans Inglourious Basterds, Shosanna et le commando des bâtards font brûler une mythique salle de cinéma parisienne pour piéger les nazis et purger le mal absolu. Ces passages sortent de l'imagination d'un cinéphile averti qui se réclame ouvertement de sa passion pour nourrir son propre travail. Mais dans ces exemples, le cinéma est un élément périphérique au récit, une simple façon d'appuyer la personnalité de l'auteur derrière ses films. Pour son 9e long métrage, Quentin Tarantino aborde cette fois le sujet de manière frontale. Comme son titre l'indique, Once Upon a Time in Hollywood est un film sur le cinéma, puisque c'est à la fois le sujet principal et la toile de fond. La construction du récit sur 3 jours spécifiques de l'année 1969 permet au réalisateur de suivre 3 personnages principaux dans leur quotidien. Pepe, get your behind that bar, I got a guess. Il y a d'abord Rick Dalton, une vedette de série télé sur le retour qui n'a pas encore réussi sa transition sur le grand écran. Il y a ensuite Cliff Booth, son éternel acolyte cascadeur qui lui sert d'entourage. Don't cry in front of the Mexicans. Enfin, Sharon Tate est une jeune comédienne pleine d'avenir, avec un véritable potentiel de star en devenir. Les 2 premiers protagonistes sont totalement fictifs, mais s'inspirent de différentes figures de l'époque. La 3e est une starlette qui a véritablement existé, et qui est d'ailleurs devenue une légende hollywoodienne, en raison de son funeste destin. On the night of August the 9th, 1969, Sharon Tate was murdered in her house in Los Angeles. Ceci posé, le cadre permet également à Quentin Tarantino de truffer ses différents parcours de véritables anecdotes hollywoodiennes qu'il adapte à sa guise. He thought the post-sync every actor speaks their own language Tower of Babel shooting style of European movies was ridiculous. Plus que sur n'importe quel autre de ses films, le fait de situer Once Upon a Time in Hollywood au cœur de la Mecque du cinéma permet à Quentin Tarantino de s'adonner à l'un de ses exercices favoris, à savoir jouer du rapport entre la réalité et la fiction. Come on, let's get in character. Depuis toujours, le réalisateur s'amuse constamment à confronter son regard de cinéaste avec celui du spectateur, notamment à travers l'emploi de certains archétypes cinématographiques. C'est ainsi qu'il se pose la question de ce que les tueurs à gages iconiques de Pulp Fiction peuvent bien faire entre 2 contrats, décidant de les montrer au quotidien, à digresser sur la portée sensuelle des massages de pieds ou la façon de manger des frites en Europe. Example. In Paris, you can buy beer at McDonald's. Cette approche est au centre de ce 9e film, et à travers certaines séquences qui peuvent paraître anecdotiques au premier abord, Tarantino questionne ainsi le rapport du spectateur au cinéma dans son ensemble. Alors, c'est peut-être toi qu'on appelle Bruce Lee? You're a little man with a big mouth and a big chip. Prenons la fameuse altercation entre Bruce Lee et Cliff Booth par exemple. Sur le papier, la scène démontre que Cliff est suffisamment balèze pour tenir tête à l'un des plus grands combattants jamais vus sur grand écran. Who would win in a fight, Bruce Lee or Dracula? It's a fictional character. If I say Cliff could beat Bruce Lee up, he's a fictional character. Then he could beat Bruce Lee up. Mais en prenant ainsi en compte le statut mythique de Bruce Lee pour s'en servir à des fins narratives, Quentin Tarantino questionne sa légitimité sans forcément la remettre en question pour autant.
He created a view of him that was a caricature. Nombreux sont ceux qui ont reproché au cinéaste de le dépeindre comme une personne arrogante, alors qu'il s'agit pourtant d'une de ses caractéristiques à l'écran, comme le démontrent certains passages rageurs de Big Boss ou Opération Dragon. De plus, la question de la pérennité de l'œuvre de Bruce Lee mérite d'être posée, étant donné que la plupart de ses films ne seraient pas si mémorables sans la présence de Bruce Lee. En lisant entre les lignes, il semble alors évident que Tarantino pose en réalité une question plus pertinente. Est-ce que Bruce Lee aurait vraiment obtenu cette aura aujourd'hui si sa disparition prématurée ne l'avait pas inscrit au panthéon des icônes cinématographiques ? La controverse suscitée par cette séquence de Once Upon a Time in Hollywood est d'autant plus étonnante qu'elle s'inscrit totalement dans les thématiques principales du film. Nobody beat the shit out of Bruce. Comme c'est le cas d'ailleurs de plusieurs autres séquences, en apparence légères et pourtant pleines de sens. Aborder Once Upon a Time in Hollywood sous l'angle de la chronique pour évoquer le quotidien de ses personnages permet en effet à Quentin Tarantino de jouer sur la politique hollywoodienne et créer des enjeux résolument spécifiques. Zoom. You're Rick fucking Dalton. Don't you forget it. À travers le parcours de Rick Dalton, le cinéaste questionne ainsi la longévité dans son propre milieu. Celui-ci est-il vraiment bon comédien? Mérite-t-il une seconde chance? How's the audience gonna know it's me? I hope they don't. C'est à travers sa mise en scène qu'il va progressivement donner la réponse au spectateur, notamment dans le long passage qui montre comment Rick évolue sur un plateau de cinéma en discutant avec ses divers partenaires de jeu. Jouant d'abord sur un pur fantasme d'acteur à travers un faux flashback qui troque Steve McQueen pour Rick Dalton dans une séquence de La Grande Évasion. A hotshot pilot. A hotshot pilot. Yeah. That's gotta hurt. Tarantino déstabilise encore plus son audience à travers des longues scènes de western régulièrement perturbées par un élément disruptif. Line. Fort de cette approche métatextuelle caractéristique de son cinéma, Quentin Tarantino décortique le processus cinématographique pour exprimer les affres du métier de comédien, toujours à la recherche de son fameux gros plan, celui qui va le consacrer comme un grand acteur aux yeux du public. That was the best acting I've ever seen in my whole life. Thank you. Ce jeu de miroir constant, Quentin Tarantino l'applique à chacun de ses protagonistes principaux, même si le procédé et les enjeux diffèrent à chaque instance. Is that your son? No, that's my stunt double, Cliff Booth. Cliff Booth, par exemple, est au centre d'une rumeur qui prétend qu'il a tué sa femme, même s'il a été reconnu innocent. L'information a ceci de perturbant pour le spectateur qu'elle teinte l'aura de ce personnage relativement affable et attachant, malgré le fait qu'il soit tricard à Hollywood. Pourtant, et de manière consciente, Quentin Tarantino refuse de donner la réponse sur la culpabilité de Cliff. The dude killed his fucking wife. You don't believe that old shit, do you? Laissant au contraire le spectateur juger, ou pas, le personnage selon ses actions dans le film, et notamment sur sa manière de réagir aux avances de la jeune hippie qu'il prend en stop. How old are you? Cette approche ne consiste pas seulement dans l'idée de renvoyer le public à son propre jugement moral, mais de l'inviter à accepter le cadre de la fiction comme une forme d'absolu. Would you like to come in and see the show? Could I? By all means. Le cas de Sharon Tate est encore plus flagrant, car Tarantino interpelle directement le point de vue du spectateur en confrontant la véritable vedette à son interprète Margot Robbie dans une très belle scène de cinéma, au sens littéral, comme au sens cinématographique du terme. À un niveau inconscient, c'est une réalité alternative qui se dessine pour le spectateur, qui perçoit deux incarnations différentes de Sharon Tate sur grand écran. I'm Sharon Tate. That's me. En jouant de cette dualité spécifiquement cinématographique, le réalisateur est déjà en train de préparer son audience au climax aussi déroutant que controversé du film. Quentin Tarantino a été assez clair sur le sujet, Once Upon a Time in Hollywood n'est pas un film sur le meurtre de Sharon Tate et l'affaire Charles Manson. Preuve en est qu'il détourne une fois de plus la réalité historique pour proposer une autre uchronie sujette à controverse. Ici, les membres de la famille Manson ne frappent pas à la porte de Sharon Tate, mais à celle de Rick Dalton, le cow-boy de leur enfance, qu'ils tiennent pour responsable dans leur désir de violence. We kill the people who taught us to kill. La scène de massacre finale a ceci de décomplexé qu'elle démontre alors que la fiction reprend ses droits sur la réalité. You are real, right? Mais chez Quentin Tarantino, c'est surtout elle qui gagne.
En usant de leur droit à la légitime défense, Cliff Booth et Rick Dalton se débarrassent violemment de leurs assaillants, allant même jusqu'à utiliser un véritable accessoire de cinéma pour finir le travail, à savoir un lance-flamme récupéré sur le tournage d'un film. All right, that's too hot. Anything we can do about that heat? Rick, it's a flamethrower. 11 violent movies are now in the theaters, including Django Unchained. 1 week before Christmas, the day we celebrate Christ's birth. Souvent accusé de rendre la violence suffisamment séduisante pour inciter les spectateurs à passer à l'acte. Why the need for so much graphic violence? Because it's so much fun, Chad. Quentin Tarantino rétorque avec Once Upon a Time in Hollywood que c'est bel et bien son cinéma qui pète la gueule aux véritables criminels. I love that stuff, you know, the killing. A lot of killing. On l'a dit, Quentin Tarantino pense chacun de ses films comme des manifestes cinéphiliques qui sonnent comme autant de déclarations d'amour au cinéma qu'il affectionne par-dessus tout. Mais cette fois, Once Upon a Time in Hollywood se présente avant tout comme un manifeste de son propre cinéma. Would you take a bite of a red apple? You bet I would. Tout y est, l'emploi de la radio comme élément narratif intradiégétique à la manière de Reservoir Dogs, l'Uchronie controversée à la façon du climax enragé de Inglourious Basterds, ou encore la réhabilitation des comédiens considérés comme has-been à la façon de John Travolta, du regretté Robert Forster ou encore de Pam Grier. You're better than that. En surface, cette lettre d'amour à Los Angeles résonne en effet comme un chant du cygne. Mais une chose est certaine, derrière le vernis de la nostalgie d'une époque et d'un lieu que la plupart des spectateurs n'ont pas connu, ce 9e film fait écho à l'impasse artistique que traverse actuellement Hollywood. What do you read? It's a biography on Walt Disney. Quentin Tarantino songe-t-il à l'hégémonie actuelle d'un grand studio hollywoodien lorsqu'il évoque le génie absolu de Walt Disney au détour d'une scène marquante? I mean, a once in every 50 or 100 years kind of genius. Disney came to the ArcLight people and said, you are going to play Star Wars in the Cinerama Dome. They are going out of their way to fuck me. Pense-t-il au hashtag MeToo en évoquant la rumeur qui concerne le personnage de Brad Pitt? You're the blind one! Est-il en train de suggérer l'idéal d'un Hollywood alternatif dans sa poignante conclusion Would you like to come up to the house we're drinking? quand Rick Dalton traverse le portail de Sharon Tate pour lui rendre une visite de courtoisie? Suggère-t-il tout simplement la possibilité d'une nouvelle ère d'innocence cinématographique après la période de transition actuelle? De toute évidence, Once Upon a Time in Hollywood pose toutes ces questions aux cinéphiles d'aujourd'hui et bien d'autres encore. Et les réponses sont là, entre les lignes, pour quiconque s'amuse à décoder le langage propre au cinéma, celui qui fait désormais tant défaut à Hollywood, mais que le cinéaste est toujours parvenu à s'approprier pour mieux le consacrer. While I say I've outgrown Godard, I haven't outgrown Pauline Kael's reviews of Godard. She's reviewing Godard's movie, and she says, it's as if a couple of movie-crazy young Frenchmen were in a coffee house, and they've taken a banal American crime novel, and they're making a movie out of it based not on the novel, but on the poetry that they read between the lines. And when I read that, I was like, that's my aesthetic. That's what I want to do. Abonnez-vous, et puis évitez de pleurer devant les Mexicains.